Spécial débat de retour, mesdames et messieurs. Nous allons parler d'un domaine qui me plaît énormément, les relations internationales. C'est pour ça que je reçois pour vous le professeur, docteur en relations internationales, écrivain et pasteur, professeur à l'UPN, Losongo Losio Patrick. Oui. Très heureuse en tout cas, parce que nous allons vraiment parler d'un domaine que j'aime vraiment, c'est les relations internationales. Alors, je viens de recevoir quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit qu'entre États, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Oui. Alors, est-ce vrai cet adage, professeur Losongo? Oui, c'est vrai. Les États n'ont pas d'état d'âme. Si l'État avait un cœur, c'est cœur et fait les pierres. Si l'État avait un cœur, c'est cœur et idée. Cela ne veut pas dire que l'État serait un monstre. Oui, il y a des penseurs comme un Anglais, Thomas Hobbes, qui a écrit un livre, Le Léviathan. Il présente l'État comme un monstre. Ce monstre-là n'est pas un monstre qui doit nécessairement faire peur, mais c'est un monstre qui a atteint un niveau élevé de la conscience de son existence et des dangers qui guettent cette même existence. Alors, pour ne pas disparaître, l'État essaie des fois d'avoir le même sentiment, la même attitude qui anime les animaux féroces. Les sentiments de survie, de marquer les territoires, de dominer. Parce qu'il est difficile de concevoir et de penser l'État en dehors de la domination, de la puissance et de la capacité de contrôler les autres. Raison pour laquelle tout ce qui est lié à l'État, on a tendance à dire puissance publique. Pourquoi on utilise le mot puissance? C'est la capacité de dominer, de contrôler. En réalité, l'État a été pensé pour que rien ne soit fait sans son contrôle. Sans son contrôle. Aujourd'hui, quand on regarde la République démocratique du Congo, professeur Losongo, est-ce que nous sommes un État? Est-ce que nous avons aujourd'hui l'envie de dominer, de tout ce que vous avez expliqué ça? Est-ce que l'État congolais aujourd'hui, on peut dire que c'est un monstre? Bon, le problème de l'État congolais, si on parle du Congo aujourd'hui, sans rentrer d'où vient le Congo, on commettrait une erreur. Oh, exactement. Le Congo n'est pas un pays pensé par les Congolais. C'est le premier problème des Congolais. Ni dans sa dimension, ni dans sa culture, ni dans sa politique. Les Congolais ne sont Congolais que des noms. Et du coup, nous portons un nom d'un État qui, anthropologiquement, n'a pas de sens. Le mot Congo veut dire quoi? C-O-N-G-O. Dans nos traditions, cela veut dire quoi? Le Congo nous renvoie à quelle réalité anthropologique, à quelle réalité culturelle? En quoi nous nous identifions quand on parle du Congo? Et vous regarderez sur les réseaux sociaux, quand on pose la question à quelqu'un, c'est quoi le Congo? Mbokeleng. Et l'Ora Makas. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le pays n'a pas été pensé. De deux, le projet qui a créé le Congo n'était pas un projet congolais. De trois, les Congolais n'ont jamais fourni l'effort de se réapproprier de quelque chose qui ne leur appartenait pas auparavant. Pour le Burkina Faso, on comprend pourquoi Thomas Sankara a changé de nom. C'était important, madame. C'est vraiment une force. Oui. Nous devons changer de nom, hein, je pense. Le problème n'est pas simplement de changer de nom. Non, mais ça porte aussi une vie. Oui. Mais il faut d'abord commencer par comprendre. Les faits générateurs des États sont avant tout anthropologiques et sociologiques et juridiques. Exact. Oui. Alors, le problème du Congo comme État aujourd'hui, c'est un problème de l'imaginaire collectif du Congolais. On doit réinventer l'imaginaire collectif du Congolais parce qu'il y a des choses que celui qui a écrit l'hymne national a inséré dans l'hymne que les Congolais ne se rendent pas compte. Il dit « Unis par l'effort, unis par le sort ». C'est très fort. On ne comprend souvent pas ça. Hein? Nous sommes unis par le sort. Oui, le sort. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ces sorts? C'est ça la grande question. Est-ce que continuons-nous à fournir l'effort pour que nous demeurions unis? C'est ça. Et puis l'État, quand on parle de l'État, il s'agit de 5 composantes. Vous devez vous poser la question de ça. Est-ce que l'État existe politiquement? Est-ce que l'État existe anthropologiquement? Est-ce que l'État existe sociologiquement? Est-ce que l'État existe économiquement? Et est-ce que l'État existe démocratiquement? Parce que nous sommes à l'ère de démocratie. Sommes-nous un État sociologiquement parlant? Parce que le débat est ailleurs. Le problème du Congo est ailleurs. Le problème du Congo, c'est un problème de savoir parce que l'État a été pensé pour être une intelligence personnifiée. Malheureusement, nous avons une gouvernance situationniste et improvisée. Tout est nombriliste, tout est improvisé.
Le problème, c'est qu'on peut changer les animateurs. Le problème du Congo n'a jamais été celui des élections. Le problème du Congo n'a jamais été celui de qui est là ou qui n'est pas là. Le problème du Congo, est-ce qu'il y a une intelligence qui organise le fonctionnement et l'existence du Congo comme un État? Parce que quand vous observez l'État congolais, vous remarquerez directement l'absence de l'intelligence. J'ai écrit un livre dont le titre est « Aux obsèques de la République, plaidoirie pour un Congo nouveau ». Moi, je pense que ce pays est mort. Mais les Congolais n'ont pas le courage d'aller à l'hôpital de référence de Kinshasa pour réclamer son acte de décès. Pour que nous ayons un Congo nouveau, nous devons accepter d'enterrer le Congo actuel. Parce que le destin du pays se trouve entre terre et ciel. Et la destinée du pays a pris la route des nécropoles, madame. Mais les gens regardent et personne n'en parle. Mais c'est vrai que le Congo a été pensé par les Occidentaux. C'est vrai que nous étions indépendants avant même les autres. Nous étions l'État indépendant du Congo. On se rappelle. Les Blancs ont créé cela. On sait pourquoi. Comment faire pratiquement? C'est vrai, tout ça c'est théorique. Mais comment faire pratiquement pour nous réapproprier notre pays et que cela devienne sociologiquement le nôtre? Qu'est-ce que nous devons faire? Célébrer l'intelligence et mettre l'intelligence au centre de tout. Faire en sorte que l'intelligence devienne l'énergie, le sang qui anime les cœurs de ce qu'on appelle les Congo. On a des milliers de professeurs, on a des milliers des intellectuels. Les intellectuels ne développent pas un État. Okay. C'est l'intelligence qui développe un État. Mais qui porte l'intelligence? C'est l'homme. Oui, c'est l'homme. Oui. Mais quelle est la place que l'État réserve à l'homme? Madame, l'État congolais, c'est une société qui hante les Congolais. Partout, dans toutes les sphères de ces pays, les intelligences sont menacées. Et on ne tient même pas compte des intelligences. Oui. On n'aime pas les intelligences. Oui, les intelligences, les vraies, pires, sont menacées. Le professeur Valentin Yves Moudimbe avait écrit ceci. Nous avions été conditionnés pour être des moutons et les moutons ne font pas de révolution. Alors la question que je voudrais vous poser, madame, avons-nous cessé d'être des moutons? La population va répondre. Oui, avons-nous cessé d'être des moutons? On nous engage dans des débats qui ne sont pas les nôtres. Nous allons là où on ne nous attend pas. Et nous sommes absents là où on nous attend. Et c'est ça le plus grand problème. Un de mes professeurs, paix à son âme, Philippe Bioya, disait, ce qui caractérise le Congo, c'est la présence-absence. Présence-absence. Ah oui, on est présent mais absent. On est présent mais absent. Le problème, c'est il y a un vide d'intelligence, il y a un vide de pensée. Madame, on n'a pas de société savante ici pour réfléchir à tout ça et donner des directives au gouvernement. Non, il y a des gens qui font ce travail. Il y a des journalistes comme le professeur Kabongo, Emmanuel Malou, des gens comme l'ancien ministre Didier Moumengi. Mais ces gens-là ne sont pas écoutés. Tout fait, la raison. Oui, on ne les écoute pas. Aujourd'hui même, nous avons l'université d'un Congo qui ne va pas, qui ne marche pas, qui n'évolue pas. Nos écoles sont pensées pour être des écoles qui accompagnent l'État dans l'abîme et non pour faire sortir l'État. Parce que si nous voulons parler développement, nous voulons parler changement, on doit repenser le logiciel du pays. Parce que ce logiciel actuel est abîmé. On doit réformer l'éducation, c'est ça, changer le système éducatif. Oui, pas simplement changer le système éducatif, mais repenser l'éducation. Okay. Le professeur Bongeli a écrit un livre, il disait... L'éducation au Congo, la fabrique des cerveaux inutiles. La dernière fois que l'État congolais a doté des universités et des bibliothèques, ça date de quand? La dernière fois que les écoles publiques ont reçu des manuels, ça date de quand? Pire encore, il y a des jeunes qui étudient avec des cahiers dont on a écrit dans de Belgique. On forme les Congolais, mais avec le moyen qui ne sont pas Congolais. Exactement. Et j'aime le dire à mes étudiants, on ne se développe pas avec un cerveau d'emprunt. Prof Losongo, ça fait quand même mal, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, vous avez dit, vous venez de dire tout à l'heure, le Congo c'est un État absent. Mais nous sommes aujourd'hui dans beaucoup d'organismes, des institutions en Afrique. Nous sommes à la SADC, nous sommes à l'EAC, nous sommes partout. Là où on parle de la RDC, nous y sommes. Nous sommes à l'Union africaine, nous sommes aux Nations Unies, nous sommes partout. Comment vous pouvez nous dire que nous sommes absents? On est absent. Est-ce que nous fixons le calendrier de ces rendez-vous? Qu'est-ce que nous déterminons? Parce que vous devez comprendre, madame, les organisations internationales ou régionales sont les prolongements des politiques étrangères des États.
Et un État en mal d'ambition internationale ne peut pas avoir une politique étrangère. Et le Congo a une politique étrangère étrange. Le Congo fait de la communication externe et il confond cela avec la politique étrangère. Parce qu'il n'y a pas de politique étrangère qui ne soit au fond une volonté de puissance. Or, lorsqu'on regarde le fonctionnement du Congo, tout ce qui concerne le Congo, il y a cette absence-là d'une réelle volonté de puissance. Donc, pouvez nous donner un exemple pratique de cette absence sur le plan international, par exemple? Parce que il y a quelques minutes, out of the record, vous m'avez parlé de Davos, où il y avait un journaliste rwandais. Pouvez nous expliquer un tout petit peu, que la population comprenne un peu? Le problème, c'est quoi? Dans les rencontres internationales se préparent. Okay. C'est d'abord les rendez-vous des experts. Mais chez nous, les rencontres internationales, c'est la participation des politiciens et des entourages. Et surtout l'entourage. Et quel entourage en Oui, on est déjà, dès le départ, les GFOC, on est déjà à côté de la plaque. Madame, est-ce que quand nous rentrons 30 ans après, la diplomatie, c'est que les gens comme Samba Pidabangi, Gérard Kamanda Kamanda et tant d'autres, et ces intelligences congolaises qui faisaient parler du Congo à l'extérieur du pays, avons-nous encore ces individus? Oui, nous les avons. Mais on ne les emploie pas, on dans les placards. Dans les placards, il y en a. Dans les placards. Les réels... Parce que le problème du Congo aujourd'hui, même à l'Est, tout ce que nous avons, c'est quoi? Nous n'arrivons pas à revendiquer des rôles géopolitiques et géostratégiques. Parce que la question qu'on doit se poser... La RDC ne pèse pas aujourd'hui? Ne pèse pas, oui. Nous ne pèsons pas. C'est pour ça que notre voix ne se fait pas entendre. Oui, alors, pour se faire entendre, vous devez jouer un rôle et vous devez occuper un rang. Quel rôle nous jouons? Quel rang nous occupons? Alors, il faut repenser les choses, réimaginer le Congo, réinventer le Congo et lui assigner de nouveaux objectifs géopolitiques, diplomatiques et géostratégiques. Vous avez donné l'exemple de Davos, j'y reviens. Comment le Rwanda a pu y mettre son journaliste pour poser la question au président congolais? Et nous n'avons pas eu un journaliste congolais pour poser la question aux représentants du Rwanda. Comment ça se passe? On appelle cela de l'intelligence stratégique. Et cette intelligence, ça joue dans l'anticipation. Ah, nous n'anticipons jamais. Quand on sait déjà qu'au mois d'avril, il y aura tel sommet, on a déjà les castings de ceux qui vont partir. Quelles personnalités mondiales prendront part à ces sommets? Et sauf si on sait que tel monsieur, nous avons des problèmes avec son pays, il sera là, un des nôtres doit être là. Un des nôtres doit être là. Oui. Aujourd'hui même, il y a ce qu'on j'appelle sera la bipolarisation de la presse congolaise. Il y a d'un côté les journalistes de l'opposition et de l'autre les journalistes de la majorité. Alors, qui défend le Congo? Qui donne la bonne information pour le Congo? Qui porte la voix du Congo? Et c'est cela le problème. Parce qu'on n'a pas de terme de référence, Prof Losongo. Même la communication gouvernementale, il n'y a pas de terme de référence. Sommes-nous sous agression? Sommes-nous en guerre? Sommes-nous occupés? On ne sait pas trop comment communiquer non plus. C'est ça le problème. Ne pas savoir. On ne le sait pas, parce qu'eux-mêmes ne le disent pas officiellement. Oui, c'est pourquoi, madame, moi, je ne vais pas... si nous abordons, parce que ça se fait souvent, je regarde la télé, je regarde les émissions, parler des individus, même ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la société civile, n'a rien apporté jusque-là. Il y a un problème de revoir le profil de l'homme. Et il y a une théorie que nous enseignons, on appelle ça la biotypologie. Voici le problème du Congo, je l'ai identifié, madame. On doit d'abord commencer par penser les types de sociétés que nous voulons. C'est ça, nous voulons quelle société? Ah oui. Et deuxièmement, déterminer le profil de l'homme que nous voulons pour cette société. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais oui. Maintenant, le problème du Congo, c'est quoi? Nous parlons développement, reconstruction, mais dans quelle société? Avec quel type d'homme? Il n'y a des richesses que d'hommes. L'avenir d'un État, ce sont les hommes. Est-ce que le Congo peut nous dire ce que sera ce pays en 2100? Personne ne le sait. Même demain, on ne sait même pas ce qui va se passer. Quel type de Congolais? Parce qu'en 2010, il y avait un débat. En 2035, nous serons un pays émergent. Mais dans ces débats... On est déjà en 23. Hein? Oui, dans ces débats, on n'avait pas défini le profil de l'homme. Parce que si nous définissons les profils, on sera obligé de proposer des matières, un enseignement qui correspond à donner à l'État ses profils types. Les objectifs de l'État sont en conflit avec les hommes qui doivent les incarner et les atteindre.
C'est cela le problème. L'État lui-même est en conflit. La société n'est pas pensée. Hein? Nous sommes dans une imbécilisation collective. On veut que tous nous puissions devenir des imbéciles. Et dans les 20 prochaines années, si nous ne changeons pas de cap, ce pays sera entre les mains des idiots. Parce que s'il y a une caste qui avance, c'est la caste tenue par les idiots. Et s'il y a une intelligence qui a chassé la bonne et la pire intelligence, c'est l'idiotie. La gouvernance du pays aujourd'hui est tenue par l'idiotie. Ça, c'est vrai. Mbokelengi, Mbokasesi, des concepts bidons. Et il n'y a pas simplement un problème de changer les narratifs. Il faut changer les logiciels, repenser l'homme congolais, repenser la société congolaise. Il faut réimaginer. Quelle est notre place aujourd'hui, Prof Losongo, dans le concert des nations? Où est le Congo aujourd'hui? La RDC se place où, en fait? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on pèse, est-ce qu'on nous écoute, comment est-ce que l'opinion internationale perçoit la RDC aujourd'hui? Un malade, un état à problème, un individu sur le banc des accusés, celui qui a besoin de l'assistance de tout le monde, un géant au pied d'argile, quelqu'un qui a une grosse gabarit mais qui n'a pas la bouche. Pourquoi? Parce que ses yeux n'arrivent pas à bien voir. Le problème, c'est quoi? Le Congo a un problème parce que lorsque nous parlons Congo dans le monde, ou lorsqu'on parle État dans le monde, il n'y a que des questions qu'on se pose. Comment est-ce que le monde vous voit et comment est-ce que vous voyez le monde? Alors la première question, on doit commencer à se poser, comment est-ce que nous voyons le monde? Le Congo voit le monde avec les lunettes des autres. C'est que c'est déjà un regard, une lecture biaisée. Ça fait longtemps que le Congo aime regarder le monde en se servant des lunettes belges. Ça fait longtemps que le Congo aime regarder le monde en se servant des lunettes françaises. Ça fait longtemps que le Congo aime regarder le monde en se servant peut-être de nos voisins. On y va même chez certaines personnes qui n'ont pas besoin de nous recevoir, mais nous nous forçons à se présenter comme des invités. Et c'est ça le problème. On n'est pas fiers d'être nous-mêmes. Changer les choses, c'est gouverner pour que nous soyons nous-mêmes. C'est le temps de nous-mêmes. C'est le temps de nous-mêmes. C'est le temps. Nous pensons que le Congo est dans un temps très stratégique. C'est pareil même avec l'époque de Lumumba et de Kasavubu. Des gens qui ont compris qu'on doit maintenant s'assumer. C'est ça le problème de la classe politique congolaise. Personne ne veut s'assumer. Qui sera le sali du Congo? Qui veut rejoindre le panthéon où se trouve Lumumba et les autres? Personne. Personne ne veut se sacrifier. Personne. Personne. On parle, on dit des choses qui ne viennent pas dans nos cœurs. On dit des choses parce qu'on sait que si je parle ainsi, madame va me donner $100, j'aurai un poste. Le pays ne peut pas être gouverné par les commandeurs de postes. Le pays doit être gouverné par ceux qui ont une idée de ce que doit être le pays. Or, avoir une idée de ce que doit être le pays, c'est naître, renaître des cendres de ces pays. Est-ce que la terre Congo nous porte? Cette terre ne peut pas aller en procès contre les Congolais parce que nous l'occupons inutilement et nous ne savons pas la valoriser. Je reviens, Bokadi, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. La question qu'on doit se poser, 63 ans d'indépendance après madame, sommes-nous engagés dans cette lutte d'assurer la grandeur du Congo où chaque jour qui passe, le Congo ne fait que s'affaiblir? Ne fait que s'affaiblir. Et vous n'avez qu'à regarder la littérature. Nous sommes en 2008. Quand Mutinga vous écrit la République des inconscients. L'inconscience au niveau de l'État, c'est la conscience de l'inconscience voulue, entretenue et gérée par ceux qui gèrent la République et par ceux qui veulent gérer la République. Parce qu'au niveau de l'État, lorsqu'on parle de l'inconscience, ce n'est pas la même réalité psychologique. L'inconscience en sciences politiques, en relations internationales, veut dire l'incapacité d'une élite d'assumer ses responsabilités et il coule cette incapacité en termes de gouvernance. La gouvernance spécieuse, la gouvernance inintelligente, la gouvernance qui n'a pas de lendemain. Est-ce que nous avons une élite, nous, en RDC? Avons-nous une élite? De manière formelle, oui. Mais... qui ne joue pas son rôle, c'est ça? Oui, qui ne joue, parce que le problème c'est quoi madame? L'intelligence a été clochardisée, l'élite a été clochardisée. Il est difficile, quand tout le monde a faim, qu'on donne la place à la raison.
Ventre affamé n'a point d'oreille. Ah oui, parce que le problème c'est quoi? Il règne dans ces pays ce que j'appelle l'emprisonnement de la raison. La raison habite à Selembao dans les centres de rééducation de Kinshasa. C'est là où habite la raison. La raison est emprisonnée. Si nous espérons voir un jour ces pays changer, les pays Congo développer, devenir le Congo de nos espoirs, on doit libérer la raison. Rendre la raison libre. La raison a été emprisonnée depuis longtemps. Regardez, madame, nous sommes vers les années 80, 80, début 90. À un certain moment, la classe politique, surtout celle de l'opposition, avait présenté le malheur du Congo, c'était la personne de Mobutu. Les gens ont communiqué là-dessus. Ils ont écrit des livres, ils ont organisé des marches, des villes mortes. Et dans l'imaginaire collectif du Congolais, on pensait à un certain moment que le départ de Mobutu rimait au changement du Congo. Mais pendant ces temps, parce que le projet du départ de Mobutu n'était même pas un projet congolais, ceux qui y pensaient, pour nous mettre à genoux, ils nous ont amené le bourreau. Mais madame, posez-moi la question, comment est-ce qu'on a appelé le bourreau à l'époque? Libérateur. Si aujourd'hui la RDC ne pèse pas sur le plan géostratégique, mais qu'est-ce que nous apportons alors en étant dans toutes ces institutions régionales ou internationales? Qu'est-ce que la RDC gagne dans tout ça? Nous apportons nos problèmes et en retour, nous gagnons juste les oreilles qui nous écoutent, maintenant les mains qui sont prêtes à nous soutenir. Même l'IAC ne nous soutient pas, selon vous? Mais madame, la question qu'on devait d'abord se poser, qu'avons-nous en commun avec les grands pays de l'EAC? Parce que les organisations internationales, régionales, avant d'être un regroupement des États, c'est d'abord l'expression de l'intelligence, de la puissance économique, diplomatique, géopolitique d'un État. Qui sont les ténors au sein de l'IAC? Ce n'est pas le Congo. Et qu'avons-nous en commun avec les grands États? Là, je ne parle pas géographiquement, mais je parle du point de vue diplomatique, économique, géopolitique. Nous sommes tous des pays africains, Prof. Losongo. Non, ce n'est pas un atout? Non, le problème n'est pas... Nous ne sommes pas tous pays africains. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et la mondialisation nous oblige à être compétitifs et productifs. Voyez. Alors, si vous n'êtes pas compétitif, vous n'êtes pas productif, quand vous vous associez avec les autres, vous leur offrez un marché. Un marché. Et le problème du Congo, c'est quoi? On ne peut pas parler développement, parler progrès en comptabilisant les activités que les autres réalisent chez nous. Le fait que vous cédez vos casseroles à votre voisine pour venir préparer, cela ne fait pas de ce qu'elle prépare votre nourriture. Elle s'est servie simplement de vos casseroles. Mais vous n'avez pas un mot à dire sur ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous apportons comparativement à la CPGL? Parce que la CPGL, au départ, c'était une initiative politique, diplomatique, géopolitique du Zaïre. Et à l'époque, on représentait quelque chose, on pesait. Et il y avait vraiment des éléments fédérateurs. Mais qu'avons-nous en commun avec certains États? Est-ce que le mur de Berlin, quand on a cassé le mur de Berlin, est-ce que cela n'a-t-il pas bougé un peu la position géostratégique du Zaïre à l'époque? Parce que moi j'ai ouï dire que les Occidentaux soutenaient le Zaïre de Mobutu à l'époque pour bloquer l'expansion communiste. Quand on a cassé le mur de Berlin, eh ben, les donnes ont changé. Et nous avons perdu notre place de leader dans cette protection contre le communisme. Ça nous a desservi aussi. Madame, nous disons en relations internationales, les relations se font, se défont, se refont. Okay. Oui, vers les années 91, il y a eu de nouveaux objectifs, de nouvelles priorités pour l'administration américaine. À l'époque, les États-Unis dirigés par Bill Clinton. Ils ne voulaient plus de Mobutu comme les représentants de la puissance américaine en Afrique centrale. Et les choix étaient portés sur les États de l'Est. Le Rwanda, l'Ouganda, ils sont allés même vers l'Éthiopie avec Milan Zenawi. Mais il faut nous poser des questions. Les temps ont évolué, les choses ont changé. Mais est-ce que, qu'avons-nous à proposer pour que nous récupérons notre place? Je vous avais dit tantôt, madame, il est question aujourd'hui de revendiquer des nouveaux rôles et des nouveaux objectifs. Nous devons revendiquer des rôles géopolitiques et géostratégiques. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda offre aux États-Unis d'Amérique? Le Rwanda intervient. C'est vraiment un support important en termes de renseignements pour les États-Unis d'Amérique. Nous pouvons aussi le faire.
Nous pouvons aussi le faire. Le problème, c'est quoi? À chaque fois que vous négociez avec le coursier vous proposera un prix peut-être qui n'est pas le prix du manufacturier. Exactement. Et c'est cela le problème. Le Congo n'oublie pas l'adresse où se trouve la situation géographique des États-Unis d'Amérique. Nous connaissons tous ces pays. Nous connaissons où se trouvent tous ces pays. Nous connaissons les autorités de ces pays. Mais le problème du Congolais, c'est quoi? Ici, je parle du Congolais comme peuple. Nous ne savons pas évoluer en groupe. Or, aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle le lobbying diplomatique. Et dans le lobbying diplomatique, tous les moyens sont permis. On utilise tout. On a des jolies dames congolaises. Est-ce que l'État a déjà eu à penser comment intégrer la jeunesse féminine du Congo dans les nouveaux objectifs géopolitiques du Congo? Le Rwanda le fait. Le Rwanda le fait. Mais madame, c'est cela. Les Russes le faisaient, les Américains, tout le monde. Quand un pays a des jolies filles, ces jolies filles constituent aussi une ressource plus que les diamants et les coltans. La valeur d'un bien dépend de l'intelligence qui les défend. On n'a pas d'Amazon, en fait. Oui, madame. On a des ressources. Mais le problème, c'est quoi? Quelle est la vision que vous définissez à partir de ce que vous avez? Il y a des jolies dames qui vivent dans des recoins et qui sont des dames de pousse-poussière, tout simplement parce que l'environnement l'étouffe. Et c'est ça le Congo. On ne sait pas sortir du carcan. Les objectifs post-guerre froide n'étaient pas une sanction éternelle. On aurait pu changer la donne. Oui, on peut changer la donne, madame. Les exemples sont légion dans le monde. Des États qui hier étaient sanctionnés, aujourd'hui. Mais madame, l'exemple n'est pas aller chercher loin. Mais l'Angola, durant tout le temps de la guerre froide, l'Angola était un pays sous influence soviétique. L'Angola était sous l'influence de la Russie. Mais l'Angola aujourd'hui, bien que cela, l'Angola a confié son pétrole aux multinationales américaines. L'État doit savoir tactiquer. L'État doit savoir être un État stratège, un État intelligent. Il faut dealer avec des gens qui peuvent vous aider à avoir droit à la parole. Le Congo n'est plus un pays à chercher ceux qui doivent le défendre. Le Congo doit se défendre lui-même. Nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Parce que si vous avez des ambitions, sans avoir les moyens de vos ambitions, mais vos ambitions sont chimériques. Et le problème du Congo, madame, nous avons une politique étrangère chimérique. Je l'ai dit tantôt ici, un État en mal d'ambition ne peut pas avoir une politique étrangère. On doit commencer d'abord par nous penser. Professeur Losongo, je voulais avoir votre précision. Pourquoi le président, votre lecture en tant que professeur en relations internationales, pourquoi notre président de la République n'a jamais été reçu officiellement à la Maison-Blanche? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, le problème n'est pas de dire le président de la République. Ok. Le problème de dire, c'est que fait l'administration centrale de notre diplomatie? À l'époque, je veux voir, à l'époque, Mobutu a été reçu par tous les grands de ce monde. Même Elisabeth II, la reine Elisabeth II, a dû se déplacer pour la première fois pour un président africain, aller l'accueillir. Mobutu a été reçu à la Maison-Blanche, en France, partout. Bon, je ne sais pas si Mzee ou Kabila et tout ça, mais quand même, j'ai vu Kabila a été reçu à la Maison-Blanche. Moi, je veux avoir votre lecture. Est-ce que... comment on fait pour être reçu à la Maison-Blanche avec autant d'honneur? Est-ce qu'il y a une diplomatie agissante bien avant? Est-ce qu'il y a un lobby qui se fait avant? Ou qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans, on a l'impression que notre président frappe, mais il n'arrive pas à accéder à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est une lecture? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Moi, je voudrais bien comprendre cette question. C'est un défi. Ok. Et le Congo devait le prendre comme un défi. Le terme même, je l'attends, les gens en parlent, diplomatie agissante. En soi, la diplomatie inagissante n'existe pas. La diplomatie est censée être agissante. Parce que le problème, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas. La diplomatie, c'est un outil. Ok. Ce qui anime la diplomatie, c'est la politique étrangère. La diplomatie, c'est un instrument. Maintenant, l'instrument en lui-même ne peut pas se définir. C'est celui qui fabrique l'instrument, qui définit, qui attache à l'instrument les objectifs à atteindre, le rôle qu'il doit jouer comme instrument.
Mais le problème, c'est que les gens doivent aussi comprendre qu'en termes d'engagement international, en termes de rayonnement international, depuis que le Congo n'a pas connu plus grand que Mobutu, ça on doit le dire. Ça on doit le dire. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle le moboutisme de la 3e génération. Le moboutisme de la 3e génération. Ah oui, le pouvoir actuel et la réalité actuelle, c'est le moboutisme de la 3e génération. J'ai écrit un livre en 2016. Le titre du livre était « Au cœur des erreurs politiques du maréchal Mobutu, inspiration, stratégie et erreurs d'aujourd'hui ». On refait les mêmes erreurs, professeur? On refait les erreurs, mais on le fait mal. Le problème, c'est quoi? Mobutu il était un peu facilement séduit devant l'intelligence. Mais aujourd'hui, on n'est plus séduit devant l'intelligence, mais on cherche à clochardiser l'intelligence. Nuance, hein? Oui. C'est pour ça que Mobutu était entouré des gens comme les Kamanda. Oui, mais des gens comme Maître Nimi Madikangin. Ce sont des sommités. Des sommités. Oui, mais aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas disparu. Nimi n'est pas mort. Il est toujours vivant. Maître Nimi est vivant. Qu'est-ce que le pays propose? Il y a des intelligences. Oh, Maître Nimi n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Ok, moi je pensais qu'il était décédé, excusez-moi. Hein? Ah bon? Qu'est-ce que le pays propose? Le problème n'est pas d'aller... Si nous travaillons, nous réorganisons les choses en interne. Nous devenons une voix qui porte. Nous n'allons plus frapper. On aura besoin de nous. Est-ce que le Congo peut s'en sortir sur le plan international, comme vous dites? Parce qu'il y a trop de bourdes, permettez l'expression. Avec vous avez dit, on parle trop en termes de communiquer. Et ces communiqués nous enterrent à chaque fois. Comme dernièrement avec l'armée, avec le contingent rwandais de l'EAC. Est-ce qu'on ne savait pas que ces gens avaient, ou ces militaires avaient, diplomatique, comment on appelle ça, immunité diplomatique. Est-ce que nous ne le savions pas? C'est comme ce qui se passe avec le boxeur. On a donné 100 000 $ à un boxeur. Est-ce qu'on ne savait pas avant qu'il n'y avait pas ce match-là? Donc on ne comprend pas que nous puissions toujours réagir à contre-courant des choses. Chaque fois que nous frappons, on nous renvoie nos erreurs à la figure. Madame, je le disais tantôt, nous sommes dans une république de l'improvisation. La gouvernance est situationniste. Et dans de telles situations, les gens aiment beaucoup plus plaire qu'agir en tenant compte de tous les paramètres. Parce que les gens ne font plus les choses pour défendre l'État. Les gens font les choses pour plaire aux animateurs de certaines institutions. Et quand on se comporte de la sorte, on se comporte mal. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que les gens dont nous mettons en première position ont-ils les informations nécessaires? Sont-ils rodés? Sont-ils initiés? Ils viennent de quelle école? Ils ont quelle formation? Parce que madame, 21e siècle, c'est le siècle de la vitesse. Qui dit vitesse, ce n'est pas la vitesse d'une moto ou d'une voiture. C'est la vitesse de l'intelligence. C'est le siècle de l'intelligence. C'est qu'un État est en mesure de trouver comme réponse dans 10 minutes, les États émergents sont des États qui sont en mesure de proposer cette réponse en 5 secondes. Et aujourd'hui même, dans les services de renseignement du monde, on recrute les gens selon la vitesse de leur cerveau. Mais qui sont dans nos services? C'est ça la grande question. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le magistrat? Oui, mais le problème c'est quoi? Chez nous ici, les services de renseignement, les services de sécurité, on les a beaucoup plus rendus des services administratifs. Sans les attacher des objectifs géopolitiques. Quand vous prenez des services comme la DGM est devenue un service purement administratif. Comment intégrer la DGM dans la stratégie de protection de nos frontières? Comment rendre DGM efficace? Toutes ces questions, les gens ne les posent pas. Il y a un problème. Aujourd'hui, on force tout le monde à devenir politicien et à venir faire des débats politiques. Et regardez ces débats-là. Il n'y a pas la raison. Tout le monde ne doit... Quand il y a des experts, les experts ne parlent pas pour plaire. Les experts détiennent le thermomètre et ils indiquent au gouvernant la vraie température du pays dans n'importe quel secteur. Est-ce qu'on les écoute d'abord? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on écoute nos experts? On n'a même pas besoin de l'expertise. Comment est-ce qu'on va écouter les experts? On n'a même pas besoin des experts. C'est ça le problème. On n'a pas besoin de l'expertise. Ici, on est dans une république de Dialelo. Le problème n'est pas le président. Vous savez, madame, l'énergie qu'anime M. Tshisekedi, toute la bonne volonté qu'il affiche, s'il avait une équipe avec
la volonté de se déplacer, le courage d'être partout, si cela se faisait accompagner par un travail intelligent au niveau de son entourage, ces 4 ans, madame, le Congo allait beaucoup gagner. Le Congo allait beaucoup gagner. Mais dans la psychologie du pouvoir, lorsque quelqu'un devient une autorité, il perd 40% de ses capacités de réflexion et de décision. Raison pour laquelle ailleurs, les dirigeants se font assister. Un professeur d'université qui devient président de la République ne peut pas écrire un discours. Chaque ministère aux États-Unis a un service de renseignement. Ici, chez nous, nous n'avons même pas un renseignement concernant les bassins du Congo. On n'a pas de service de renseignement sur ça. On n'a pas de service de renseignement concernant nos ressources minières. Est-ce qu'on sait même ce qui sort, ce qui sort de ce pays? On n'est pas des renseignements, des services de renseignement en ce qui ne concerne que l'agriculture. On n'est pas des services de renseignement. Quel est le service? Tu vois, tout ça, on appelle ça aujourd'hui les services d'intelligence, pas des services de traquer. Ce sont des services d'intelligence. Et ce n'est pas l'ANER qui doit se rendre un service d'intelligence. C'est l'État qui doit faire en sorte que l'ANER devienne un service d'intelligence. Et les pays comme le Congo, nous ne pouvons pas qu'avoir l'ANER comme le seul et unique service de renseignement. C'est suranné, c'est dépassé. Le Congo mérite même avoir plus de 20 services de renseignement au regard des défis que nous avons. Madame, du point de vue des relations internationales, il n'est pas facile d'être le Congo. Il n'est pas facile d'être le Congo parce que ce que nous sommes a été découvert et compris avant que nous ayons la conscience de ce que nous sommes. Wow. Parce que quand en 1985, les 14 puissants signataires de l'acte de Berlin se réunissent à Berlin pour réfléchir, 1885, réfléchir sur le Congo. Nous, on ne savait même pas. On était encore des tribus, des royaumes séparés. Les sorts afin que nous devenions un État. Est-ce qu'avons-nous réfléchi contrairement à la réflexion qui a été faite en 1885 à Berlin? On dit en économie, la meilleure monnaie chasse la mauvaise. La meilleure idée chasse la mauvaise. Parce que le problème, c'est quoi? Nous existons, mais avec une intelligence qui n'est pas la nôtre. Nous fonctionnons avec une énergie qui n'est pas la nôtre. Et la plus grande difficulté, c'est que nous existons sans avoir un cap. On conduit le Congo où? Bonne question. Où est-ce qu'on conduit le Congo? Où est-ce que nous allons? Où va ce pays? Il va où? Moi, je me dis toujours qu'on nous dise, nous serons où en 2050? Nous serons où en 2100? Avec quel type d'homme? Parce que le plus grand débat aujourd'hui, ce n'est pas un débat entre opposition et majorité. Le plus grand débat aujourd'hui, ce n'est pas de critiquer ce que fait M. Tshisekedi. Mais le plus grand débat aujourd'hui, c'est de penser les Congolais. Les Congolais. Chaque jour qui passe, ces peuples ne cessent de devenir amnésiques. Chaque jour qui passe, ces peuples ne cessent de se résigner. Où va ce pays? Parce que tout ce qui se passe, ce n'est pas anodin, madame, ce n'est pas hasard. Ce ne sont pas des faits du hasard. Les autres les pensent. Nous ne pensons pas. Hein. Les autres les pensent. Nous passons notre temps à nous insulter, à faire n'importe quoi, mais les autres ont des... Les autres les passent. Aujourd'hui, s'il y a 6 débats, on doit avoir un débat. Les débats doivent être sur nos politiques publiques, sur nos écoles, sur nos universités, sur notre culture. Ah, c'est tout ça. Moi, j'ai déjà parlé de la culture, mais ici, on pense que la culture, c'est vraiment la moindre des choses. Non, ce n'est pas la moindre des choses. La culture, c'est ce qui nous porte, c'est ce que nous sommes. C'est la vie d'un peuple. C'est ce que nous sommes. La culture, c'est tout ce qui nous reste. C'est l'âme d'un peuple. C'est tout ce qui nous reste. C'est ça le plus grand problème. On doit se penser, madame, le pays court un danger, plus que l'agression rwandaise. Parce que le problème aujourd'hui du Congo, c'est un problème de conscience nationale. Le problème du Congo, c'est un problème de conscience historique. Et Tchenkata Diop disait, un peuple qui n'a pas de conscience historique n'est qu'une population. Nous sommes une population. Ah oui. Même Mabika Kalanda l'a dit, nous devons nous remettre en cause. La décolonisation aujourd'hui doit être mentale. Dans quel état se trouve le mental des Congolais? On nous affame pour que nous ne puissions pas réfléchir, non, moi je trouve. Madame, moi je suis plus d'accord avec l'histoire de dire qu'on nous affame.
Non, nous ne voulons... Le Congolais, c'est l'expression que la Bible dit dans le livre des Proverbes, les paresseux à la nourriture devant lui, mais il est incapable de l'amener dans sa bouche. C'est cela, les Congolais. Madame, tous les diagnostics ont été faits sur ce qui ne va pas dans ces pays. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas réagir. Ah oui. Vous avez un enfant, votre voisin tombe sur votre enfant et vous êtes en train de crier pour que d'autres voisins viennent. Et quelle est ta responsabilité de mère? Devant des questions d'honneur, devant des questions de prestige, devant des questions d'estime, on n'a pas besoin de soutien des autres, on s'assume. Mais le fait de demander de l'aide aux autres nous diminue, prof Losongo? Pour sauver notre pays, le fait que nous demandions de l'aide, le soutien des autres, d'autres pays nous sous-estiment, ne nous prennent plus en valeur. Nous sous-estiment. Vous n'avez qu'à vous souvenir du discours du président burundais sur l'intervention des militaires de l'Afrique de l'Est. Il dit aussi longtemps que le Congo n'aura pas une police, le Congo n'aura pas une armée. Quand un autre président pense que nous n'avons pas d'armée, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce sont les autres aujourd'hui qui décident de ce qu'ils veulent chez nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. On décide à notre place, en fait. Le plus grand problème, c'est quoi, madame? Perdez tout, ne perdez pas l'estime de soi. Et l'État congolais a perdu l'estime de soi. Cette fierté. On n'en a plus. Hein? Ah oui. On en a plus, hein. Le sens de l'honneur. Même Dieu, dans toute sa grandeur, s'il y a un attribut divin que Dieu n'aime pas perdre, c'est le sens de l'honneur attaché à sa gloire. C'est pourquoi on parle de la souveraineté en ce qui concerne les États. Pourquoi? Cela veut dire quoi? L'État ne veut pas considérer une autorité supérieure à lui. À lui. À lui. Le problème, c'est quoi? Il y a des choses que les autres ne viendront pas faire pour nous. L'essence de l'honneur. Il n'y a pas un soutien pour que quelqu'un se sente honoré. Il n'y a pas un soutien pour que quelqu'un puisse avoir l'estime de lui-même. La Chine, à l'époque, prof Losongo, la Chine s'était renfermée pour trouver une solution. Moi, je ne sais pas. Est-ce que la RDC doit un peu se couper du monde aujourd'hui, se renfermer un tout petit peu et régler un peu ses problèmes? Non, ce n'est pas un problème de se renfermer. On fait quoi alors? C'est un problème de prendre conscience. Mais on peut prendre conscience, mais le temps là... Cette prise de conscience ne doit pas être au niveau simplement individuel, mais une prise de conscience coulée en termes de politique publique, en termes de gouvernance. Une gouvernance de prise de conscience. Par exemple, sur le plan économique, favoriser plus les nationaux que les autres. Oui, ce n'est pas favoriser. L'État doit créer les conditions qui mettent les nationaux en confiance. Madame, vous trouvez ça... C'est une agression économique, c'est que c'est pas ça. C'est pire qu'une agression, ça. Quand vous regardez les supermarchés, les banques, comment nous pouvons aller acheter le pain chez le Rwandais et l'Indien? L'Indien nous vend des choses que lui-même ne mange pas. C'est ça que moi je ne comprends pas. Et Edem Kodjo disait, les pays sous-développés sont des pays qui produisent ce qu'ils ne consomment pas, qui consomment ce qu'ils ne produisent pas. Et c'est ça, c'est qui surtout sur l'aviation, on n'a même pas une mais société madame, nationale. Tout le monde veut avoir un compte bancaire, mais il n'y a aucune banque congolaise. Aucune banque congolaise. Si les Kenyans peuvent avoir des banques ici, les Gabonais peuvent avoir, les Camerounais, les Togolais ont des banques ici. Mais les Congolais investissent où? Ils créent des terrasses et des boîtes de nuit. Hein? Nous sommes caractérisés par ceux qui ne construisent pas. Nous sommes devenus un peuple ludique. Nous sommes dans des choses qui ne construisent pas. Je vous pose la question, madame. Aujourd'hui, les parents payent même les frais académiques pour leurs étudiants, leurs enfants, sans avoir de débat avec ces enfants. Je vous ai scolarisé à l'université pendant 5 ans. Est-ce que mon enfant a les niveaux? Et aujourd'hui, tous les secteurs de la vie nationale sont envahis par des médiocres. Et la médiocrité est devenue la réalité qui prend les pays en otage. Ça tient les pays en otage. Le pays est emprisonné par la médiocrité. Et partout, il y a des banderoles de la médiocrité. Et ce qui reste, c'est simplement qu'on puisse construire un panthéon pour aller mettre la médiocrité et célébrer la médiocrité. Mais ça se voit aujourd'hui quand il y a des grands scientifiques. Madame, on ne développe pas un pays avec tout le monde.
Il faut Le développement d'un pays, c'est une affaire d'un groupe. D'un groupe, un noyau, oui. Et ce groupe-là, c'est un groupe de personnes illuminées, éclairées. Ces personnes-là sont comme des anges qui viennent visiter la société pour accomplir une tâche donnée. Ces gens-là existent. Et nous, on a des frappeurs. Ouais. Ces gens-là existent, madame. Des gens comme des Mabi Mulumba ne sont pas morts. Ils existent. Le problème, ce n'est pas de conciter quelqu'un de manière occasionnelle, mais de faire comprendre à la personne que votre cerveau ne vous appartient pas, appartient à l'État, à la nation. Mais aujourd'hui, nos cerveaux ont des couleurs de partis politiques. Là où l'intelligence crie, on pose la question, il est de quelle obédience? Or, en réalité, l'intelligence n'a pas de tribu. L'intelligence n'a pas de quartier, l'intelligence n'a pas de commune. L'intelligence est un bien universel. Et c'est ce problème. C'est à ce niveau, madame. C'est à ce niveau. Combien de professeurs sont-ils financés pour mener des recherches sur le pays? Combien? Qu'est-ce que l'État met comme paquet? Hein? Les ministères les plus pauvres, c'est la culture, recherche scientifique. Mais oui. Est-ce qu'il y a des ministères riches? Il n'y en a pas quand l'État est pauvre. Mais les mines, le sport, quand on vous sort 100 000 $ bêtement comme ça, ben, c'est qu'il y a de l'argent dans ce pays. Les mines, bon, qu'est-ce que le ministère des Mines fait de concret? Y a-t-il une cité aujourd'hui construite par le ministère des Mines? Y a-t-il une nouvelle entreprise minière construite par le ministère des Mines? Il y a des joint ventures aujourd'hui, non? Mais madame, dans ces joint ventures, qu'est-ce que nous... Parce qu'on parle de fusion, qu'est-ce que nous apportons? Les terres. Et vous pensez que c'est suffisant? Parce que mais ils gagnent quand même, la terre à l'état brut ne devient pas une richesse. Si on l'exploite pas, oui. Oui. Maintenant, ce qui apporte les capitaux, madame, c'est la même histoire avec le fameux Bukangalonjo, non? Le pays a offert des terres et ces entrepreneurs ont apporté les capitaux frais. Mais même le temps simplement que cette entreprise a fonctionné, qui a beaucoup plus perdu? C'est l'État. C'est l'État. Madame, à courage égal, yeux égal, bras égal, le cerveau fait la différence. Quand on négocie ces contrats, quels sont les avocats qui négocient pour le compte du pays? On se pose la question s'il y a même des avocats. Qui sont ces avocats-là? On se pose la question. Oui, qui vont négocier ces contrats-là? Oui, c'est ça la question. C'est ça le vrai problème, madame. Le problème est ailleurs. Le problème du Congo, c'est un problème de prise de conscience. Moi, quand je regarde, on dit le président ne fait pas ça, le président... On peut changer de président aujourd'hui. Si nous ne changeons pas le logiciel, ce qu'on reproche au président aujourd'hui, on reprochera aussi à son successeur. Merci beaucoup. Je crois que le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci, Prof Losongo. Je ne pense pas que ça sera la dernière fois parce que nous devons aussi parler autrement de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. L'essentiel, en tout cas le message clé, c'est de changer de logiciel, changer vraiment notre façon de voir notre pays, qu'on arrête avec la médiocrité parce que selon le prof Losongo, c'est la médiocrité qui a élu domicile et même vraiment dans des instances où ça devait être la crème de la crème, dans des instances où on devait avoir des débats intelligents aujourd'hui, c'est la médiocrité qui a élu domicile. Et moi, je le dis en tout cas, pour ces élections, choisissez des gens intelligents. Je vous en prie. Parce que là, le pays, comme le prof l'a dit, on ne se rend pas compte, mais le pays est en train de partir. Le pays a perdu son estime de soi. Le pays ne compte plus. Moi, quand je parle aux téléspectateurs, aux gens, ils ne me croient pas. Quand je parle avec d'autres Africains, la façon dont ils parlent du Congo, c'est pas du tout intéressant parce que c'est plus le Congo qui rayonne, c'est le Congo de la main tendue, c'est le Congo de l'aide à tout bout de champ. Et voilà, et on n'est plus respecté du tout. Et je crois que le professeur l'a dit, il y a encore de la chance, on peut encore récupérer ce pays. Oui. Uni par le sort, uni par l'effort. On le sera toujours et nous allons rendre ce pays plus grand qu'avant. Yes. Merci beaucoup. Merci, et on se retrouvera très très bientôt. Merci beaucoup.